Bonjour à tous, c'est encore moi Darius Iloki de SysAdmin. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans une infrastructure Active Directory, plusieurs contrôleurs de domaine peuvent contenir les mêmes utilisateurs, les mêmes groupes et les mêmes paramètres. Mais comment ces serveurs restent-ils synchronisés? Et comment installer un contrôleur de domaine dans une agence disposant d'une connexion réseau lente sans transférer toute la base Active Directory par le réseau? Dans cette vidéo, nous allons comprendre le fonctionnement de la réplication Active Directory, découvrir le modèle multimètre, puis utiliser la méthode Install from Media ou IFEM pour déployer un second contrôleur de domaine. Nous terminons ensuite par la réplication avec l'outil RepaAdmin. Alors, sans plus attendre, commençons. Qu'est-ce que la réplication Active Directory? Avant de passer à la pratique, prenons quelques instants pour comprendre ce qu'est la réplication Active Directory. Dans une entreprise, il est très rare qu'un seul contrôleur de domaine soit utilisé. Pour garantir la disponibilité des services et éviter qu'une panne ne bloque l'ensemble de l'infrastructure, plusieurs contrôleurs de domaine sont également déployés. Chacun de ces serveurs possède une copie de la base de données Active Directory. Cette base de données contient notamment les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs, les unités d'organisation ainsi que de nombreuses informations nécessaires au fonctionnement du domaine. Lorsqu'une modification est effectuée sur un contrôleur de domaine, les autres contrôleurs doivent recevoir cette même modification afin de conserver un annuaire cohérent. C'est précisément le rôle de la réplication Active Directory. La réplication est le mécanisme qui permet de synchroniser les modifications de l'annuaire entre les différents contrôleurs de domaine. Grâce à ce mécanisme, un utilisateur créé sur un contrôleur de domaine peut ensuite être retrouvé sur les autres contrôleurs du même domaine. Active Directory distingue principalement deux contextes de réplication. La réplication intra-site concerne les contrôleurs de domaine situés dans un même site Active Directory. Ils sont généralement reliés par un réseau local rapide. Dans ce contexte, les modifications sont propagées rapidement entre les contrôleurs de domaine. Nous avons la réplication intersite. Cette réplication concerne des contrôleurs de domaine situés dans des sites géographiquement différents. Ils peuvent être reliés par une liaison WAN plus lente ou plus coûteuse. Dans ce cas, la réplication peut être planifiée et optimisée afin de limiter la consommation de bandes passantes. Lorsqu'un nouveau contrôleur de domaine est installé normalement, il récupère sa copie initiale d'Active Directory depuis un contrôleur de domaine existant en utilisant le réseau. Mais lorsque l'annuaire est volumineux ou que la liaison réseau est lente, Microsoft propose une méthode d'installation appelée Install from Media ou IFEM. Il s'agit d'une méthode permettant de fournir localement une copie initiale de la base Active Directory au futur contrôleur de domaine. Après l'installation, une réplication réseau reste nécessaire pour récupérer les modifications qui ont été réalisées depuis la création du média. Dans cette vidéo, c'est cette méthode que nous allons mettre en pratique. Active Directory repose principalement sur un modèle appelé multimètre. Cela signifie que plusieurs contrôleurs de domaine peuvent créer, modifier ou supprimer des objets Active Directory. Par exemple, un administrateur peut créer un utilisateur sur SRV1. Cette modification sera ensuite répliquée vers SRV2. À l'inverse, un groupe créé sur SRV2 pourra être répliqué vers SRV1. Aucun des deux serveurs n'est simplement une copie passive de l'autre. Ils participent tous les deux activement au fonctionnement de l'annuaire. Ce modèle apporte une grande souplesse d'administration et améliore la disponibilité du service. Cependant, certaines opérations sensibles ne suivent pas entièrement ce fonctionnement multimètre. Elles sont confiées à des contrôleurs de domaine particuliers qui déterminent les rôles FIMO. Nous découvrirons ces rôles dans le prochain chapitre. Maintenant que nous avons compris le principe général de la réplication Active Directory, passons à la pratique. Notre objectif est de déployer un second contrôleur de domaine dans notre domaine existant en utilisant la méthode Install from Media. Nous allons commencer par préparer entièrement notre second serveur qui est SRV-2. Alors, la première chose à faire, c'est de venir par exemple au niveau de notre premier serveur, faire un clic droit sur le nom et venir dans Paramètres. Et une fois dans Paramètres, ici, ce qui nous intéresse, c'est la carte réseau. On vient au niveau de la carte réseau
qui est juste ici, on voit qu'il est rattaché à la carte virtuelle VMnet 8. Si on vient à nouveau au niveau de notre serveur, on vient au niveau de la configuration réseau, on vient dans Propriétés, Protocole Internet IPv4. Voici la configuration réseau de notre premier contrôleur de domaine. On a l'adresse réseau qui est là. On a le masque, on a la passerelle, on a le serveur DNS parce que notre premier contrôleur de domaine est en même temps notre serveur DNS. Lorsque je vais venir au niveau de notre deuxième machine, je dois m'assurer qu'il est relié à la même carte réseau que mon premier contrôleur de domaine. Je viens au niveau de la carte réseau qui est juste là et je vois qu'il est bel et bien rattaché sur la carte virtuelle VMnet 8. Donc, tout est bon parce que s'ils ne sont pas reliés à la même carte réseau, ça sera impossible pour nous d'effectuer la réplication. Donc, c'est vraiment un détail à vérifier avant de commencer les manipulations. Donc, je vais fermer cette fenêtre et là, nous sommes au niveau de notre carte réseau. On peut le faire via l'interface graphique pour la configuration de la carte réseau. Donc, on vient ici, sous le nom de la carte réseau. On vient au niveau de la carte réseau. Donc, on vient dans Propriétés. Là, il est en train de tenter d'obtenir une adresse IP par un serveur DHCP. Pareillement, le serveur DNS. Là, il ne va rien trouver parce que dans notre infrastructure, on n'a pas mis en place un serveur DHCP. Même si on avait un serveur DHCP, pour la configuration des cartes réseau au niveau des serveurs, il est toujours conseillé d'appliquer une adresse IP statique, pas une adresse IP dynamique. Donc, on peut venir sur utiliser l'adresse IP suivante. On vient ici et on configure notre carte réseau. Mais moi, je vais vous montrer une autre méthode. On va le faire via PowerShell. Je remets sur l'adresse IP automatique. Donc, je ferme. PowerShell. Une fois la console lancée, je vais vous expliquer les différentes étapes auxquelles nous allons passer pour effectuer notre configuration. La première commande que nous allons exécuter, c'est la commande getNetAdapter. Je valide la commande. La commande getNetAdapter affiche les cartes réseau présentes sur le serveur. Elle nous permet notamment de voir le nom de l'interface. Pour nous, c'est Ethernet 0. Son état qui est ifIndex statut. Sa vitesse 1 gigabit par seconde. Ainsi que son adresse MAC et son index. Pour notre cas, l'interface de notre carte réseau s'appelle Ethernet 0. Il est important de vérifier le nom exact de l'interface car nous allons le réutiliser dans les commandes suivantes. Là, nous allons maintenant passer à la configuration de notre carte réseau. La première commande de la configuration que nous allons taper, c'est la commande new net IP address. La commande new net IP address permet de créer une nouvelle configuration IP. Ensuite, nous allons ajouter le paramètre interface alias. Au niveau de l'interface alias, nous allons mettre le nom de notre carte réseau qui est Ethernet 0. Voilà pourquoi le nom de la carte réseau est très important. Donc, il faut le maîtriser avant d'aller à la configuration. Et on va continuer avec le paramètre adresse family. Pour l'adresse family, nous avons deux possibilités. C'est soit l'IPv4 ou l'IPv6. Et pour nous, nous sommes dans la configuration IPv4. Donc, je reste sur l'IPv4. Ensuite, j'ai le paramètre IP adresse. Ici, nous allons maintenant indiquer l'adresse de notre carte réseau. Donc, si je reviens sur notre premier contrôleur de domaine, son adresse réseau, c'est 192.168.4.90. Donc, sur notre second contrôleur de domaine, moi, je vais mettre l'adresse 192.168.4.91. Après, il faut indiquer le masque de notre réseau. Et pour indiquer le masque de notre réseau, on va taper le paramètre préfixe length. Et on met 24. Donc, pour dire que nous sommes dans /24. Pour finir, je vais ajouter la passerelle. Et la commande pour la passerelle, c'est default gateway. Pour nous, la passerelle, c'est 192.168.4.254. Voici notre passerelle. Une fois que ces commandes sont effectuées, je vais valider en appuyant sur la touche entrée de mon clavier.
et on a le résumé de notre configuration qui s'affiche juste ici. On doit maintenant devoir configurer notre serveur DNS. Pour la configuration du serveur DNS, on va utiliser la commande set DNS client server address. La commande permet de définir les serveurs DNS utilisés par une interface réseau. Nous indiquons ainsi que notre second serveur doit utiliser l'adresse 192.168.4.180. Cette adresse correspond à SRV1 qui héberge actuellement notre zone DNS Active Directory. Et donc, on va indiquer le deuxième paramètre qui est interface alias, qui est juste là en bas. Et on va mettre le nom de notre carte réseau, donc Ethernet 0. Et ensuite, on ferme. Je vais utiliser la commande serveur adresse pour indiquer mon serveur DNS qui est 192.168.4.90. Si je ne me trompe pas, nous allons vérifier l'adresse IP de notre serveur. Donc, c'est .90. Si on revient ici, on voit bien que l'adresse a été correctement renseignée. Je valide la commande par la touche OK de mon clavier. Pour vérifier que tout a été parfaitement configuré, si on revient au niveau de notre deuxième serveur qui est juste là, on voit déjà qu'il a pris l'adresse que nous avons configurée. Si je viens au niveau de la carte réseau, pour vérifier que tout est bon, je viens dans Propriétés. Voici les différentes configurations que nous avons mis au niveau de PowerShell en ligne de commande. Et ici, on peut voir que notre carte de réseau est bien configurée. Je peux fermer. Moi, j'avais déjà renommé mon serveur. Et là, je vais essayer un test de connexion. Donc, j'ouvre PowerShell. Si je ping mon deuxième serveur, donc ping 192.168.4.90. Alors, là, je vois que le deuxième serveur arrive à communiquer déjà avec le premier serveur. Notre second serveur est maintenant correctement préparé. Il possède une adresse IP statique, un nom cohérent et une configuration DNS fonctionnelle. Avant de passer à la création du média IFM, si vous appréciez cette formation et que vous souhaitez découvrir Windows Server de manière pratique, étape par étape, pensez à vous abonner à la chaîne sysadmin. Cela vous permettra de suivre les prochains chapitres et de soutenir le développement de cette formation gratuite. Nous sommes maintenant de retour sur SRV1. SRV1 est actuellement notre contrôleur de domaine principal et il possède une copie complète de la base de données Active Directory. Notre objectif est de créer un média IFM que nous pourrions ensuite copier sur SRV2. Imaginons une entreprise possédant plusieurs milliers d'utilisateurs, de nombreux groupes, plusieurs sites et une base Active Directory importante. Si un nouveau contrôleur de domaine est installé dans une agence distante, il doit normalement récupérer sa copie initiale de l'annuaire par le réseau. Sur une liaison WAN-LAN, cette opération peut consommer beaucoup de bandes passantes. Avec IFM, nous allons fournir au nouveau serveur une copie locale initiale de l'annuaire. Il devra ensuite récupérer par les réseaux que les changements plus récents que le média. Donc nous allons ouvrir l'invité de commande en tant qu'administrateur. Nous allons lancer la commande NTDS utile et j'appuie sur Entrée. Donc, NTDS utile est un outil d'administration avancé d'Active Directory. Il permet de gérer certaines opérations liées au rôle FCMO, d'effectuer les opérations de maintenance, de créer des snapshots et de gérer un média install from media. Une fois la commande exécutée, l'invité devient NTDS utile. Cela signifie que nous sommes maintenant dans l'environnement interactif de NTDS utile. Nous allons ensuite taper cette deuxième commande qui est activate instance NTDS. Cette commande indique à NTDS que nous souhaitons travailler sur l'interface Active Directory Domain Service. Donc le mot NTDS juste là fait ici référence au service d'annuaire et à sa base de données. Donc nous on valide la commande. Dit qu'il y a une erreur. Oui, j'ai mal écrit, c'est activate. Voilà, ça manquait le i. Donc, activate. Là, tout est bon.
et j'exécute la commande. Donc, cette étape permet à l'outil de savoir sous quelle instance les prochaines opérations seront réalisées. Comme troisième commande, nous allons taper le mot iframe et j'appuie sur OK. Cette commande nous fait rentrer dans le sous-menu Install from Media. Elle ne crée encore aucun fichier. Elle change simplement le contexte de NTDS utile afin de nous donner accès aux commandes liées à iframe. Comme vous voyez ici, l'invité devient iframe. Cela confirme que nous sommes bien dans le module iframe. Et pour créer notre média, nous allons taper la commande create 6 volts, 6 volts, full. Ensuite, je dois indiquer dans quel lecteur il doit aller. Donc, si je viens ici, au niveau de notre serveur, pour chercher dans quel lecteur nous allons le mettre, moi, je vais le mettre sous le disque partage. C'est bel et bien la lettre F. Je viens ici, je mets F, deux points, anti-slash, et j'écris iframe. Cette commande demande à NTDS utile de créer un média iframe complet dans le dossier. Si on essaie d'analyser différents mots que nous avons mis, le mot create indique que nous souhaitons créer un nouveau média. Et le mot full indique qu'il s'agit d'un média destiné à un contrôleur de domaine accessible en écriture, car il existe également des variantes adaptées aux contrôleurs de domaine en lecture seule, appelées RODC. Nous avons le mot 6 volts qui demande d'inclure une copie de 6 volts dans le média. 6 volts contiennent notamment les fichiers associés aux stratégies de groupe et les scripts partagés du domaine. En incluant 6 volts, nous limitons davantage les données initiales que les nouveaux contrôleurs devraient récupérer par les réseaux. Et je valide la commande par entrée. Là, on patiente pendant la création de notre instance. Et j'ai oublié de vous dire donc F2 anti-slash iframe correspond au dossier de destination. Une fois la commande validée, Windows créera une copie cohérente de données nécessaires. Donc là, on peut dire que notre média a été créé. Si on vient dans notre explorateur de fichiers et on vient dans le dossier, comme vous voyez ici, on a notre dossier iframe qui vient d'être créé. Pour quitter cette instance, nous allons exécuter la commande quiet. Donc là, nous avons quitté dans iframe media. Cette première commande quiet permet de quitter le sous-menu iframe. Nous revenons au menu principal de NTDS utile. J'exécute une seconde fois quiet. Cette commande ferme NTDS utile et nous ramène à l'invité de commande Windows. Donc, comme je disais, si on vient ici, on a notre média iframe. Et si j'ouvre ce média, plusieurs dossiers ont été générés automatiquement. Ils contiennent les données de l'assistance de promotion Ils contiennent les dossiers de l'assistance de promotion utilisés pour préparer notre nouveau contrôleur de domaine. Donc, nous avons le dossier Active Directory. Ce dossier contient une copie de la base de données Active Directory et plusieurs sous-dossiers. Donc, si on rentre à l'intérieur, comme vous voyez, donc la base de données Active Directory qui est la ntds.dit. C'est cette copie locale qui permettra à SRV de démarrer avec une grande partie des données déjà disponibles. Au lieu de récupérer toute la base de données initiale par le réseau, le serveur pourra utiliser les fichiers présents ici. Donc, ici dans notre dossier ntds.dit, on a tout. Elle contient notamment les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs, les unités d'organisation, les attributs d'objets et les partitions de l'annuaire. Revenons maintenant au dossier principal du média. Nous retrouvons également une copie de 6 volts. 6 volts contient notamment des fichiers associés aux stratégies de groupe et les scripts de connexion. Et le registre, quant à lui, il contient des données de registre nécessaires à la préparation du nouveau contrôleur de domaine. Ces fichiers sont utilisés automatiquement par l'assistance de promotion. Nous ne devrons pas les modifier manuellement. Il est important de comprendre qu'iframe ne permet pas de créer un contrôleur de domaine totalement isolé du serveur. SRV2 devra toujours contacter le serveur SRV1 pendant la promotion. Il devra notamment vérifier le domaine, s'authentifier,
obtenir les informations les plus récentes, établir ces relations de réplication et récupérer les modifications apparues depuis la création du média. Notre média IFM est maintenant prêt et nous savons ce qu'il contient. Nous allons le copier sur SRVD, installer le rôle Active Directory, domaine service, puis promouvoir notre serveur en contrôleur de domaine supplémentaire. La première étape consiste à copier les médias dans le serveur SRVD. Donc, je viens ici, clic droit, et puis je vais copier le média. Voilà, copier. Ensuite, je viens au niveau de SRV2. J'ouvre l'explorateur de fichiers. Je viens dans ce PC. Pour l'instant, je vais le copier au niveau du disque C. Ensuite, nous allons copier. Donc, pour mieux copier, on réduit l'angle. Et là, le média IFM est copié au niveau du serveur SRV2. Ensuite, ce que nous allons faire au niveau du serveur SRV1, nous allons supprimer le média IFM parce que ce média est très dangereux s'il tombe entre les mauvaises mains. Là, je retourne au niveau de mon serveur SRV2. Le fichier IFM est déjà copié. Je ferme cette fenêtre. Je me trouve maintenant au niveau du serveur SRV2. J'ouvre PowerShell et j'exécute la commande install Windows Future name, le nom du rôle auquel on va installer. Ça sera AD domaine services au pluriel. Et la dernière commande, c'est include management tools qui se trouve juste là. Et j'exécute ma commande en appuyant sur la touche entrée de mon clavier. Là, on voit comment le rôle est en train de s'installer. Une fois l'installation terminée, Windows indique que le rôle a été installé avec succès, comme vous le voyez ici. Donc, on va maintenant fermer notre console PowerShell. On va fermer la fenêtre. Fermer. Une notification apparaît en haut de la fenêtre. Windows me propose de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Je clique sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. L'assistance de configuration Active Directory domaine service s'ouvre. Dans la première étape, plusieurs choix sont proposés. Nous pouvons ajouter une nouvelle forêt, ajouter un nouveau domaine à une forêt existante et ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Notre domaine existe déjà. Je sélectionne donc ajouter un contrôleur de domaine à une forêt existante. Je renseigne ensuite notre domaine. Donc, je viens ici et le nom c'est intra.local. L'assistance peut également demander des informations d'identification possédant les autorisations nécessaires. J'utilise ici un compte membre du groupe Active Directory du domaine. On vient sur modifier. Ensuite, il faut fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération. Donc, pour notre cas, nous allons utiliser les informations d'un compte Active Directory existant. Et à ce niveau, c'est le compte de l'administrateur du serveur SRV1 principal que nous allons utiliser parce qu'il dispose de tous les droits nécessaires pour pouvoir effectuer cette tâche. Donc, ça sera administrateur intra.local. Et ici, nous allons mettre son mot de passe à lui. Donc, le mot de passe de l'administrateur SRV1. Voilà, le mot de passe est correct. Je viens ici. Je passe ensuite à l'étape suivante. Nous arrivons maintenant aux options du contrôleur de domaine. Je conserve l'option serveur DNS. Cela permet à SRVD d'héberger également une copie de la zone DNS intégrée à Active Directory. Ainsi, SRV1 devient indispensable. Les machines pourront toujours interroger SRV2 pour résoudre les noms du domaine. Je conserve également l'option catalogue global.
Le catalogue global contient une copie partielle des objets de la forêt et permet notamment de faciliter certaines recherches et opérations d'authentification. Dans notre infrastructure, il est pertinent que les deux contrôleurs de domaine soient catalogues globaux. L'option RODC reste désactivée. Nous souhaitons installer un contrôleur de domaine classique, accessible en écriture, et non un contrôleur de domaine en lecture seule. J'ai défini ensuite le mot de passe du mot de restauration des services d'annuaire appelé DSRM. Vous pouvez définir un mot de passe de votre choix. Bon, pour mon cas, ce mot de passe est utilisé dans des scénarios de maintenance ou de récupération d'Active Directory. Il doit être conservé de manière sécurisée. Et je fais suivant. L'assistance peut afficher un avertissement concernant la délégation DNS, comme vous voyez ici. Dans notre laboratoire, cet avertissement n'empêche pas l'installation. Nous pouvons poursuivre. Nous arrivons maintenant à l'étape essentielle de cette démonstration. Dans les options supplémentaires, nous pouvons sélectionner le contrôleur de domaine utilisé comme source de réplication. Nous pouvons également choisir d'installer le contrôleur de domaine à partir d'un média, comme vous voyez ici. Quand vous lisez en haut, c'est spécifier les options d'installation à partir du support IFEM. J'active donc l'option. Une fois l'option activée, je renseigne le chemin. Mais nous pouvons venir au niveau des trois trains là pour aller chercher notre fichier. Je viens sur les trois trains. Le fichier j'ai mis dans le disque local C. Il est juste là. Ça, c'est notre fichier. Donc, on peut prendre le fichier. À partir de maintenant, Windows pourra utiliser la copie locale de la base Active Directory présente dans ce dossier. L'assistance affiche ensuite les schémas utilisés pour la base de données Active Directory NTDS, les fichiers journaux et 6 volts. Par défaut, la base et les journaux sont stockés sous le disque C, Windows et NTDS. Dans notre laboratoire, je conserve les schémas par défaut. Dans une infrastructure plus importante, l'entreprise peut choisir des volumes séparés selon ses exigences de performance, de sauvegarde ou d'organisation. Et je fais suivant. L'assistance affiche maintenant un résumé de notre configuration. Nous pouvons vérifier que SRV2 sera ajouté au domaine existant. Le catalogue global sera activé, comme vous voyez ici. Le média IFM sera utilisé et les schémas de stockage sont correctement définis, qui se trouvent juste en bas. Je viens sur suivant. Avant de lancer la promotion, Windows effectue automatiquement une vérification des prérequis. Il contrôle notamment la communication avec le domaine, la résolution DNS et plein d'autres fonctionnalités. Une fois l'opération terminée, je peux maintenant cliquer sur Installer. Windows commence maintenant la promotion de SRV2. Pendant cette opération, plusieurs actions sont réalisées. Le serveur utilise les données présentes dans le média IFEM. Il prépare sa copie de la base de données Active Directory et il configure les services ADDS par le DNS et 6 volts. Il établit également les informations nécessaires à la réplication avec SRV1. Une fois l'opération terminée, redémarrer automatiquement. Voilà, ici dit, vous allez être déconnecté. Donc, le serveur va se redémarrer. Là, tout ce que nous pouvons faire, c'est de patienter. Nous allons maintenant nous reconnecter à notre session de travail. Comme vous l'avez déjà constaté ici, notre serveur SRV2, parce que là, nous sommes sur SRV2, fait déjà partie de notre forêt. On va se connecter à notre session de travail. Il faut juste saisir le mot de passe. Voilà, on patiente. SRV2 vient d'être démarré. Il est maintenant membre du domaine en tant que contrôleur de domaine. La première des choses à faire est de venir au niveau de serveur local. Ensuite, on choisit la carte réseau Ethernet 0. On fait un clic droit au niveau du nom de la carte réseau et on vient dans Propriétés. Une fois dans les différentes fonctionnalités, nous allons venir dans Protocole Internet version 4. Ce qui nous intéresse ici, c'est au niveau du serveur DNS auxiliaire. Là, il a pris le 127.0.0.1. Ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, nous allons effacer cette adresse IP et nous allons maintenant renseigner
l'adresse IP de notre premier contrôleur de domaine principal qui est 192.168.4.80.4 et ici je vais mettre .90 et tout en haut je vais maintenant mettre .91 parce que notre second serveur est maintenant aussi un contrôleur de domaine. Ensuite, je valide en appuyant sur OK. OK, je peux désactiver la carte réseau et le réactiver. J'ai désactivé la carte réseau. Ensuite, je le réactive et je vais faire la même manipulation au niveau de mon contrôleur de domaine principal. Donc, je viens au niveau de SRV1. Je fais la même manipulation. Donc, je viens au niveau de la carte réseau. Je clique dessus. Je fais un clic droit au niveau du nom de la carte réseau, propriété. On cherche la fonctionnalité. Voilà, protocole Internet version 4. Et ici, tout en bas, je renseigne l'adresse IP de mon second contrôleur de domaine, donc .4.91. Comme cela, les deux serveurs pourront échanger les données de la réplication via le réseau. Parce qu'on a dit que l'IFEM n'empêche pas la réplication via le réseau. Donc, je valide. OK. Je désactive et j'active la carte réseau. Nous allons vérifier que les outils Active Directory sont disponibles. Donc, je viens de Outils. J'ouvre Utilisateur et ordinateur Active Directory. Je viens au niveau du nom de domaine qui se trouve là, intrain.local. Nous retrouvons les unités d'organisation que nous avons créées au niveau du serveur SRV1. Les utilisateurs, les groupes, donc si on vient dans Computer, et les ordinateurs présents dans notre domaine. Nous n'avons rien créé manuellement sur SRV2. Parce que si vous venez au niveau du SRV1, pour des gens qui suivent la formation depuis le début, fait la même manipulation, donc utilisateur et ordinateur Active Directory. Vous voyez, les mêmes unités d'organisation et les mêmes utilisateurs qui se trouvent ici, se sont directement répliqués au niveau du serveur SRV2. Une grande partie des informations proviennent du média IFEM. Puis les modifications plus récentes ont été récupérées par réplication depuis SRV1. Je peux également ouvrir la console Gestion des stratégies de groupe. Si je viens dans Outils, Gestion des stratégies de groupe, on va dénouer, on vient dans Domaine et puis Intra. Les options des stratégies de groupe sont également présentes. Pour l'instant, nous avons créé qu'une seule stratégie de groupe au niveau du serveur SRV1. Il s'est aussi répliqué grâce au fichier IFEM. Mais en tant qu'administrateur système, nous ne devons pas simplement supposer que la réplication fonctionne. Nous devons la vérifier. Pour cela, Microsoft fournit l'outil RepaAdmin. RepaAdmin est un utilitaire en ligne de commande permettant d'analyser, de surveiller et de dépanner la réplication Active Directory. Nous allons utiliser 3 commandes essentielles. J'ouvre une invitée de commande PowerShell en tant qu'administrateur. J'exécute la commande repadmin /rep pour dire réplication, summary qui veut dire résumé, donc le résumé de notre réplication. Et je valide la commande. Donc la commande repadmin summary affiche un résultat de l'état de la réplication entre les contrôleurs de domaine, comme vous pouvez le constater ici. Nous pouvons notamment observer le nombre total de tentatives. Nous avons 5. Le nombre d'échecs, c'est-à-dire les erreurs, là, nous, on n'a pas d'erreur, ainsi que le délai depuis la dernière réplication. Cette commande est généralement l'une des premières utilisées lorsqu'un administrateur souhaite contrôler rapidement la santé globale de la réplication. Et nous allons exécuter une deuxième commande qui est repadmin showrep pour voir la réplication. Et j'exécute. Voilà. Là, on a vraiment beaucoup d'informations. Au niveau de cette commande, elle affiche des informations détaillées sur la réplication entrante du contrôleur de domaine. Donc, on a vraiment toutes les informations nécessaires, donc bien détaillées sur la réplication entrante qui se trouve juste ici. Elle indique notamment les partenaires de réplication, les partitions d'annuaire. Et pour être encore un peu plus sûr, nous allons revenir au niveau de notre contrôleur de domaine. On vient dans Ordinateur et utilisateur Active Directory. Et ici, nous allons créer une unité d'organisation. Je fais un clic droit au niveau du nom de domaine
Nouveau, et puis unité d'organisation. Je vais appeler cette unité d'organisation ordinateur. Et j'appuie sur OK pour autoriser la création. On a notre unité d'organisation qui vient d'être créée au niveau du serveur SRV2, comme vous le voyez. Et on va aller vérifier au niveau du SRV1 si la réplication fonctionne normalement. Donc, on vient sur SRV1. On doit se connecter. Response. Et il suffit juste d'actualiser. Là, il ne s'affiche pas. Ce qu'on va faire, c'est de fermer et puis de revenir dessus. Donc, utilisateur et ordinateur Active Directory, il est juste là. L'unité d'organisation que nous avons créée sur notre deuxième contrôleur de domaine apparaît aussi automatiquement sur notre premier contrôleur de domaine. Ce qui veut dire que la réplication a fonctionné correctement. Et si on vient même sur l'unité d'organisation domaine contrôleur, vous voyez, ici, on a deux contrôleurs de domaine. Nous, on a maintenant deux serveurs disponibles. Donc, si un tombe en panne, le service au sein de l'entreprise ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un autre serveur qui prendra le relais. Maintenant que notre démonstration est terminée, résumons les principaux avantages d'IFEM. Le premier avantage est la réduction du trafic réseau. Le nouveau contrôleur de domaine utilise une copie locale initiale de la base Active Directory au lieu de tout télécharger depuis un autre contrôleur. Le second avantage est le gain de temps. Plus l'annuaire est volumineuse, plus l'installation d'un média local peut accélérer la première phase de l'installation. Le troisième avantage concerne les environnements multisites. IFEM est particulièrement utile lorsqu'une agence est reliée au siège par une liaison WAN lente ou limitée. Cette méthode permet de réduire la quantité de données que le contrôleur de domaine source doit envoyer pendant l'installation initiale. Il faut toutefois retenir qu'IFEM ne supprime pas les besoins de réplication réseau. Le nouveau contrôleur de domaine doit contacter un contrôleur existant pour terminer son installation et récupérer les modifications récentes. Avant de terminer, retenons les points essentiels. La réplication Active Directory permet de synchroniser les modifications de l'annuaire entre les contrôleurs de domaine. Active Directory fonctionne principalement selon un modèle multimètre. Cela signifie que plusieurs contrôleurs de domaine peuvent créer ou modifier des objets. La réplication intra-site concerne des contrôleurs situés dans le même site Active Directory. La réplication inter-site concerne les contrôleurs répartis entre différents sites et peut être optimisée pour les liaisons WAN. Install from Media n'est pas un mécanisme de réplication différent. Il s'agit d'une méthode d'installation permettant d'utiliser une copie locale initiale d'Active Directory. Un TDS utile permet de créer ce média. Le fichier ntds.dit contient la base de données Active Directory. 6V contient notamment les fichiers associés aux stratégies du groupe et les scripts du domaine. Enfin, RepaAdmin permet de vérifier l'état de la réplication, d'afficher les partenaires et de forcer une réplication. Dans cette vidéo, nous avons franchi une nouvelle étape importante dans la construction de notre infrastructure Active Directory. Donc, si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la réplication Active Directory, pensez à laisser un commentaire pour me dire quelle partie vous a été la plus utile. Et pensez également à vous abonner à la chaîne sysadmin et activer les notifications afin de ne manquer aucune des prochains chapitres de cette formation Windows Server 2025. Donc, dans le prochain chapitre, nous découvrirons les 5 rôles FSIMO.